Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Catastrophe. Donc c'est un épisode de un cas clinique vidéo. On arrive déjà à l'épisode numéro 33 et on est parti. Alors pour cet épisode, vous êtes initialement un médecin du SMUR pour un patient que vous allez recevoir par la suite. Après, vous allez traiter aux urgences. Il est 5 heures du matin. Et donc le motif initial, c'est que cet homme de 60 ans, il appelle le 15 pour une douleur thoracique qui est apparue brutalement mais très intense. Il rapporte un antécédent, un surpoids, une hypertension, un tabagisme à 10 paquets années. Et il semble extrêmement douloureux, raison pour laquelle vous intervenez en SMUR à domicile. Et donc, vous voyez cet homme de 60 ans qui a appelé, je vous rappelle, pour une douleur thoracique brutale, qui est retrouvé au sol, qui est hyperalgique. Et donc, vous êtes le médecin en SMUR, vous constatez effectivement une épigastralgie qui va dans le dos. Il a vomi une fois avant votre arrivée, et quand vous palpez l'abdomen, il présente une défense en regard de sa douleur. Il présente aussi des sueurs, il parle peu, mais il est Glasgow 15. Il a une bloc-apnée. L'auscultation est libre et il a quelques marbrures de grade 1 au niveau des genoux. Pour les paramètres, une fréquence cardiaque à 90, une tension à 12,5 qui est symétrique, une saturation à 95% et fréquence respiratoire à 28, 36 de température, une glycémie à 0,8 et pour les antécédents, effectivement une hypertension artérielle sous monothérapie, un surpoids et un tabagisme actif. Quelle pathologie suspectez-vous dès la prise en charge au domicile? Donc, je vous énumère les propositions, soit un syndrome coronarien aigu, une pancréatite aiguë, un ulcère perforé, D un pneumothorax ou E une dissection aortique. Je vous laisse faire pause et puis je vais vous donner les bonnes réponses. Et donc les bonnes réponses, c'était toutes les propositions. Ça peut très bien être un syndrome coronarien aigu, une pancréatite, un ulcère perforé, on regarde la localisation, un pneumothorax, pourquoi pas. Même si l'auscultation est libre, parfois elle peut faire défaut et ça peut être un pneumothorax un peu antérieur ou tout à fait plutôt médian et donc on ne l'entendra pas forcément. Enfin, on n'entendra pas forcément la diminution du murmure vésiculaire. Quant à la dissection, oui, c'est possible. Alors, quelle prise en charge instaurée au domicile? Je ne donne pas de proposition, c'est tout à fait volontaire, parce qu'il faut avoir des initiatives et on n'a pas de proposition dans la vraie vie. Donc globalement, vous avez le temps, vous n'êtes pas pressé comme dans la vraie vie, vous avez le temps de réfléchir. Il ne faut pas non plus faire des choses de fou, entre guillemets. Et donc, je vais vous donner les réponses ou la réponse. Globalement, on va poser une voie veineuse avec un remplissage qu'on va débuter tout de suite avec 500 ml de NaCl, 1 demi-litre, en 30 minutes ou débit libre. On va scoper le patient, réaliser un électrocardiogramme. Et il semble douloureux, donc en tout cas, on va être assez efficace, parce que s'il est par terre, c'est en général pas pour des douleurs qui sont cotées jusqu'à 5, en général, à moins qu'il y ait des troubles psychiatriques derrière. Et donc on va titrer de la morphine, 3 mg, ça semble une bonne dose. Le patient, je vous l'ai pas dit, mais il est en surpoids, si je vous l'ai dit, mais c'est un surpoids d'une taille normale. Donc il y a un poids total qui est quand même conséquent, il va falloir lui mettre une dose. Et du paracétamol, 1 gramme en nivellante, parce que ça permet ça fonctionne en synergie, la morphine et le paracétamol. Et bien sûr, donc je vous ai dit scope et ECG, et donc, les voici le ECG, vous l'attendiez. La question, évidemment, ça va être d'analyser l'électrocardiogramme. Donc tranquillement, vous prenez votre temps, vous pouvez faire pause, et puis je vais vous donner l'explication juste après de cet électrocardiogramme. Et pour l'explication, il est encore temps de faire pause si vous le voulez. Pour l'explication, alors comment on réfléchit? On va y aller avec la souris, ce sera plus simple. Donc pour un électrocardiogramme, vous vérifiez le voltage, etc. Bon, ça effectivement, ça a été vérifié, on passe outre.
Alors le rythme tout d'abord, est-ce qu'il est régulier, est-ce qu'il est sinusal? On va chercher les ondes P, donc effectivement il y a l'air d'avoir quelque chose de plus ou moins régulier qui est ici et d'aspect symétrique. C'est important parce qu'il peut y avoir des ondes P qui peuvent changer de forme. Ça peut être par exemple le cas dans une tachycardie atriale multifocale. Donc on a l'impression que ça peut être sinusal, mais il y a des ondes P qui sont un peu bizarres. Ensuite, donc, chaque onde P va donner un QRS, et devant chaque QRS, il y a une onde P. Et donc, effectivement, le rythme est bien sinusal, il est régulier, le patient n'est pas tachycarde, donc l'astuce, c'est de compter les grands carreaux entre deux ondes R ou deux complexes QRS. Et ici, on voit qu'il y a 1, 2, 3 et 4 grands carreaux, et donc on fait 300 divisé par 4. Ou alors vous apprenez par cœur l'échelle. Mais bon, je préfère faire 300 divisé par 4. Vous voyez que le patient n'est pas tachycarde. On arrive à 75 de fréquence cardiaque au moment de l'enregistrement. Maintenant, on va passer au niveau des QRS. Donc les QRS sont globalement fins. Peut-être il faudrait mesurer très exactement s'il n'y a pas un QRS qui est proche du 70. Mais je pense qu'il fait moins de 80 millisecondes. Peut-être douteux ici. En tout cas, il faut moins de 120 millisecondes, donc les QRS sont considérés comme fins. Il n'y a pas de crochetage du QRS. L'orientation, eh bien, l'axe est plutôt gauche, avec cet aspect un peu, on pourrait se poser la question d'un indice de Sokolov augmenté. Je ne suis pas certain qu'il serait vraiment augmenté. On serait à 1, 2, 3, 3,5, 4 et 5. Et donc, non, selon Sokolov, c'est pas une hypertrophie. En revanche, avec l'indice de Cornell, je pense qu'il serait peut-être positif. Et il y a Siri qui se met toujours en route, mais j'ai pas envie qu'il se mette en route. Je sais pas pourquoi il se met en route. Bref, et donc l'indice de Cornell, en plus il va me dire n'importe quoi. L'indice de Cornell, en fait, c'est donc l'onde R en AVL et l'onde S en... bah oui, il n'y a pas de connexion. En V3. Normalement supérieur, on ne voit pas très bien en V3, mais on pourrait l'estimer jusqu'ici à peu près. Deux grands carreaux, peut-être limite 20-25. Limite. Mais je pense que globalement, moi ce qui me fait dire qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, c'est cet aspect un peu de... Alors il n'y a pas de... Le segment ST est isoélectrique. Il est tout à fait isoélectrique, il n'y a pas de sus-décalage ou quoi que ce soit. Vous voyez, le point J débute là. Il n'y a pas d'ascension ou de point J descendant, donc le ST il est isoélectrique. Par contre l'onde T, vous allez me dire, elle est un peu modifiée. Ah oui, elle est modifiée, en fait elle a un aspect un peu, certains décrivent en canard, certains grands maîtres on va dire, et cet aspect un peu typique, c'est ce qu'on appelle le strain pattern d'une hypertrophie ventriculaire gauche. On n'en fait rien, c'est pas ischémique ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a une hypertrophie. Il y a une hypertrophie et ça modifie la repolarisation et ça donne cet aspect tout à fait typique. Un peu, on peut imaginer la tête du canard ici, là, le corps entier, la petite aile du canard ici, là, tac. Et donc le CG ne montre rien, on va rien faire de plus. En tout cas, ça va pas changer notre thérapeutique et croyez-moi sur parole, il n'y avait rien au 18, à l'ECG droite et postérieure. Bien, là le patient, effectivement, vous avez été efficace, il est soulagé rapidement avec simplement 3 mg de morphine. Alors on passe de quelqu'un qui est extrêmement douloureux à plus du tout de douleur avec 3 mg de morphine. Il n'a plus de sueur, vous l'avez stabilisé. Et donc là maintenant vous êtes le patient aux urgences, vous êtes le médecin, heureusement que vous êtes le médecin et pas le patient d'ailleurs, aux urgences. Quelle est la première étape de votre prise en charge aux urgences? Proposition A, vous poursuivez l'antalgie, B, reprendre les paramètres, C, faire une radiographie de thorax, D, faire un scanner corps entier, ou bien E, refaire un ECG. Je vous laisse faire pause, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est pour travailler sur l'ordre et les priorités, parce que c'est important d'avoir ça en tête, et c'est quelque chose de primordial, je vais vous donner la réponse. Et la réponse, c'était absolument reprendre les paramètres dès l'admission du patient. Première chose à faire, ce sont les paramètres. Sauf s'il y a une urgence extrême avant, il est en arrêt cardiaque, on ne reprend pas les paramètres évidemment, mais là, il a l'air d'être, en tout cas pas en arrêt cardiaque, donc vous reprenez les paramètres. Première chose à faire, il est soulagé, donc on va pas poursuivre l'antalgie, ça sert à rien, on reprend les paramètres. Hyper important.
Ce n'est pas négociable d'envisager autre chose. On reprend toujours les paramètres, et j'insiste, ça doit être sous-cortical. Quand il est 5 heures du matin, qu'on reçoit un patient grave, il ne faut pas devoir réfléchir parce qu'on n'y arrive pas, c'est pas possible. Et quand vous reprenez les paramètres, eh bien, vous avez ceci. Et donc, vous avez bien fait de reprendre les paramètres. Une fréquence cardiaque à 70, une tension artérielle au bras droit à 140/50 et une tension artérielle au bras gauche à 110/55. Une saturation à 98% en air ambiant, une fréquence respiratoire, et c'est important de la prendre, à 23, une température à 36,6 et une glycémie à 0,78. Et donc, toujours avec ces paramètres, quel examen au lit du malade pourrait aider dans l'immédiat? J'ai bien dit au lit du malade. Donc à moins que vous connaissiez un scanner qui aille au lit du malade, je vous laisse quelques secondes et on va faire un examen. Et c'est ce qui a été fait dans la vraie vie. Donc j'ai sorti l'échographe et oui, je vous ai donné la réponse. J'ai sorti l'échographe et je vais vous lancer les bandes. J'espère que ça va passer. Et donc ça passe. Alors je les laisse un petit peu pour que vous puissiez voir. C'est pas les meilleures images, mais vous avez déjà, je pense, tout le diagnostic et pas besoin forcément d'aller plus loin. Bon, je vous rassure, elles sont un peu... Je les fais un petit peu mieux dans la vraie vie, on va dire. Voilà. Donc avec cet examen, je vais pouvoir arrêter la bande. Je vais vous faire un peu l'analyse parce que c'est important que vous puissiez savoir où on en est. Donc là, globalement, ici, il y a le ventricule gauche. Donc dans le ventricule gauche, il va à un moment donné donner quelque chose. Ici, la chambre de chasse du ventricule gauche pour aller dans l'aorte. Donc l'aorte, qui est composée aussi d'abord du sinus, c'est cette zone-là. C'est ce cercle qui est à droite de l'image, qui est là aussi. Et on va y revenir à la fin parce que c'est là où il y a le diagnostic. Ici, là, c'est l'oreillette gauche qu'on peut voir. Déjà, on peut estimer à vue d'œil la fraction d'éjection du ventricule gauche qui a l'air d'être préservée. En tout cas, il a une bonne fraction d'éjection du ventricule gauche. C'est préservé, c'est important parce que ça pourrait nous orienter. On fait différentes coupes, on oriente un peu différemment pour voir la paroi antérieure, la paroi supérieure, inférieure, etc. Pour voir s'il n'y a pas d'infarctus. C'était pas le cas en tout cas. Et oui, il n'y a pas de cœur pulmonaire non plus. Le rapport entre le VD et le VG est préservé, c'est inférieur à 0,6. Il y a une bonne contraction du ventricule droit, il y a un septum qui se contracte bien, et là l'oreillette droite ça va. La problématique c'était là en fait, je vous ai volontairement montré l'image en 5 cavités, puisqu'en fait là vous pouvez poser le diagnostic ici de ce petit truc là qui est là, tac, qui se balade une fois, et là vous l'avez, cette image là, regardez, elle va hop là qui vient hop comme ça, je la remets une fois, et attention, hop là, et ça c'est ce qu'on appelle un flap. Et c'est pathognomonique d'une pathologie, et on va en reparler. Et donc, le patient est toujours stable avec ces paramètres-là, et vous avez un doute sur un flap intimal. Alors, quel est l'examen à réaliser? Proposition A, un scanner thoracique sans injection. B, une IRM thoracique. C, un angioscanner cervico-thoraco-abdominopelvien. D, une échographie transœsophagienne. Et E, aucun examen n'est utile maintenant. Alors je vous laisse faire pause pour avoir quelques secondes de réflexion quand même, et je vais vous donner la bonne réponse. Il n'y a qu'une seule réponse. Et donc l'examen à faire, parce qu'il y en a un, sauf si c'est éventuellement, ça pourrait se discuter, ça pourrait se voir, mais sauf si vous êtes le cardiologue ou le chirurgien cardiaque, et encore je ne suis même pas sûr qu'ils réalisent tous ces examens aux urgences. On ne peut pas ouvrir un homme en deux, entre guillemets, sur cette image. Même si vous êtes quasiment sûr à 99,9% du diagnostic, il vous faut l'étendue de ce que vous recherchez. Et ce que vous recherchez, c'est une dissection aortique. Parce que là, vous avez vu un flap, c'est un bout de la paroi du vaisseau qui s'est détaché, qui est rompu et qui a été disséqué. Donc, qui a été ôté de contiguïté des autres couches. Et donc, il faut absolument, idéalement, toute l'aorte. Donc, pour avoir toute l'aorte,
bah, il faut un scanner injecté, il n'y a pas 50 000 solutions. Hein. Et il vous faut absolument cet examen. Donc mettre aucun examen n'est utile maintenant, c'est faux et c'est pas recevable. Le scanner, bah, sans injection, c'est faux et c'est pas que le thoracique. L'IRM, c'est non parce que c'est beaucoup trop long et c'est insuffisant. Ce serait suffisant, mais on peut pas y aller comme ça. C'est pas possible. Et l'échographie transœsophagienne, eh bien en fait, il faut imaginer quand même que là, le patient, il peut mourir, entre guillemets, à tout moment. Il peut mourir à tout moment. C'est une pathologie qui est extrêmement grave. Et donc là, vous avez une bombe entre les mains, il faut absolument bouger le moins possible. Le moins possible. C'est-à-dire que là, le patient, il ne fait plus aucun mouvement. Plus aucun mouvement. Si on doit transporter le patient d'un site A à un hôpital, c'est une conduite par les ambulanciers la plus irréprochable possible. Il ne faut pas qu'il y ait de mouvement. Donc faire une échographie transœsophagienne, se prendre 80 cm dans la bouche, j'exagère, mais 40 cm, bon, il y a quand même plus agréable, quoi. Alors, qu'est-ce qu'une dissection aortique sur le plan physiopathologique? J'en ai parlé un tout petit peu, mais là, il faut avoir cette définition en tête. C'est important. Proposition A, c'est une déchirure de l'adventice partiellement. Proposition B, c'est une déchirure de l'intima entièrement. C, c'est une déchirure de la média entièrement. D, de la média partiellement. Et D, une déchirure complète de plusieurs couches. Alors, je vous laisse faire pause. Je parle de la définition simple et non compliquée. Il y a une ou plusieurs réponses. Je vous laisse faire pause et je vous donne la réponse. La réponse, c'était une déchirure complète de l'intima, c'est une rupture complète de l'intima avec une rupture partielle de la média. Alors sur l'image, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule couche rompue. Effectivement, c'est pour imager, hein, c'est un schéma, mais il y a bien une atteinte complète de l'intima et une déchirure partielle de la média, qui est donc beaucoup plus épaisse que les autres couches. Mais c'est bien ces deux choses-là. Après, en termes de complications maximales, entre guillemets, il peut y avoir une déchirure complète, une rupture complète de l'aorte. Mais ça, c'est les complications maximales, on va dire. Hein. Donc voilà pour la définition. Important à avoir en tête pour comprendre un peu le mécanisme. On va y revenir un tout petit peu après. En attendant, on l'a poussé au scanner. Et donc voici les images. Et voyez, le radiologue a été sympa, il vous a mis les flèches. Alors les flèches, à vous de jouer, vous pouvez faire pause. Le but c'est de trouver ce que c'est. Et c'est vraiment le bout, c'est la pointe de la flèche. Alors, vous pouvez faire pause, je vous donne les réponses. On va commencer par la flèche jaune tout d'abord, la grosse jaune là comme ça. Vous avez injecté un produit de contraste dans une veine. Et donc la veine, elle revient, et donc à un moment donné, il y a ce qui revient vers le cœur. Quand c'est de la veine, c'est la brachiocéphalique droite, avec le temps d'injection. Ensuite, la rouge ici, selon la fenêtre qui est utilisée, là, c'est pas de la fenêtre parenchymateuse, parce que sinon, pas de la fenêtre pulmonaire, pardon, sinon on verrait ou parenchymateuse, parce que sinon on verrait le parenchyme, c'est pour l'injection, en fait. Donc là, c'est la trachée, ici. Pour la flèche verte et la bleue, c'est deux. Alors ça montre le même organe, puisque c'est l'aorte. Mais là, ce qui est important, c'est de voir que ici, au niveau de la bleue, on voit très très bien le produit de contraste. Enfin, pas aussi bien que là où il y a eu l'injection immédiate, mais on le voit très bien par rapport à là. Parce que ici, c'est le vrai chenal. C'est là où passe le sang, vraiment. Et puis là, c'est un peu l'impasse. C'est la fausse route. Donc c'est le faux chenal. Là, il y a le sang qui s'est mis un petit peu. Mais il stagne un peu. Il peut thromboser, mais il stagne, ça passe pas. Et de l'autre côté, ici vous avez le ventricule droit, faire attention, ventricule droit, ventricule gauche. Et là, à nouveau, vous avez la dissection, là c'est au niveau de l'aorte descendante. Au niveau de l'aorte descendante, vous voyez très bien, là le vrai chenal et là le faux chenal. Donc vous imaginez bien que s'il y a une artère qui prend naissance juste derrière, comme ça là, donc vous descendez toute l'aorte, imaginez sur la coupe du scanner. À un moment donné, vous aurez le tronc cœliaque, le L1, mésentère, etc., les rénales, etc. Et donc, s'il y a
un défaut, si le flap prend naissance juste au niveau de la... Enfin, prend naissance, dissèque en fait le long de la naissance de l'artère, de la bifurcation, eh bien ça fait une ischémie de l'organe. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir un type d'ischémie. Donc soit c'est parce qu'en fait, y a pas, le sang ne passe pas, tout simplement, ou alors, on pourrait se l'imaginer un peu là, vous imaginez qu'en fait, ça peut faire un système de pince. Vous voyez ce système-là, un peu de pince, et ici l'attaque, ça peut, clac, pincer ce qui passe encore, le vrai chenal, et ça peut faire le deuxième type d'ischémie. Donc soit il y a le type d'ischémie dite stable ou fixe, stabilisé, bon, peu importe, mais ça fait des types en fait d'ischémie, d'organes. Et donc, l'autre question, donc ça c'est l'avant-dernière question, quel tableau clinique peut donner une dissection aortique? C'est important de l'avoir en tête. Proposition A, une paraplégie, B, un déficit moteur unilatéral d'une jambe, C, une hémiplégie droite aux 3 étages, D, un syndrome coronarien aigu, ou E, aucun déficit moteur, et j'ai écrit aucune déficit moteur. J'étais un peu fatigué, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez. Et donc, quelles sont les réponses exactes? Même si c'est pas français, la dernière est correcte aussi. Bref, une paraplégie, oui, ça peut. Pourquoi et comment? Et ben on va le voir après avec l'explication. Et je vous l'ai dit, s'il y a une artère qui est atteinte, eh bien, il peut y avoir une ischémie d'un organe. Et qu'est-ce qui donne la motricité? C'est soit le cerveau, soit la moelle. Enfin, la motricité, je m'entends. Et donc, s'il y a l'artère, par exemple, d'Adamskiewicz, j'écorche un peu le nom, mais bon, l'artère qui va donner la vascularisation du cordon médulaire, eh bien, à ce moment-là, antérieur, il va y avoir une paraplégie. Il peut y avoir un déficit moteur unilatéral d'une jambe, suivant la localisation de la dissection. Une hémiplégie droite aux 3 étages, si ça dissèque à gauche au niveau de ce qui va te donner la vascularisation du cerveau, donc au niveau de la carotide, à gauche, eh bien oui, il peut y avoir une hémiplégie aux 3 étages. Un syndrome coronarien aigu, oui, c'est une dissection des coronaires, tout à fait. Et aucun, et pas aucune, déficit moteur, c'est possible aussi, et il y en a beaucoup. La dissection aortique, c'est un tableau, on peut dire un peu foireux. Et globalement, retenez qu'un déficit moteur plus une douleur thoracique, c'est jusqu'à preuve du contraire une dissection aortique. Et une douleur thoracique et plus un souffle nouveau, c'est aussi une dissection aortique. Mais voilà, c'est très très foireux. Moi, ce que j'ai envie de vous dire pour la dissection, c'est que les patients sont graves. Cliniquement, ils sont très graves. Retenez pas les cas qu'on peut décrire. Oui, il y a une femme enceinte, parce que c'est aussi, on peut le trouver aussi chez les femmes enceintes. Oui, il y a une femme enceinte. Elle a traîné une dissection pendant une semaine, etc. Parce que oui, dans les définitions aiguës, oui, c'est pas que dans l'heure. Alors, apprenez déjà à reconnaître les cas très graves. On s'est tous fait avoir, on se fera tous avoir. Mais au moins, limiter le risque, limiter la récidive de ce diagnostic manqué. Parce que chaque heure, on augmente le pourcentage de mortalité qui est déjà extrêmement élevé. Mais globalement, les patients sont très graves, ils sont marbrés, cyanosés, ils ont les tensions qui sont plus ou moins bonnes. Ça peut être augmenté en raison avec l'effet Bernoulli, vous voyez que les artères ont un calibre diminué, du coup ça va pulser, etc. Mais il peut y avoir aussi un choc hypovolémique sur une hémorragie. En fait, si ça saigne par exemple dans le thorax, il peut y avoir un hémothorax massif, donc ils sont hypovolémiques, forcément. Et ils peuvent être en choc hypovolémique, vous voyez l'hypotension. Bref, c'est des tableaux très très foireux globalement. Donc pour revenir sur un peu cette explication, comment ça se passe? Je vous ai dit, il y a l'effraction de sang, donc il y a cette rupture au niveau de l'intima, de la partie intermédiaire partielle de la média. Ça s'infiltre, en fait, ça va donner, cette dissection, vous voyez, le long de la zone de rupture. Donc ça va continuer en aval comme ça, mais il peut y avoir un début ici, par exemple, au niveau de l'aorte descendante, et hop, ça peut remonter en amont aussi. Alors, c'est pas le plus commode et le plus fréquemment rencontré, puisqu'en fait, il faut imaginer qu'il y a le flux quand même artériel qui va dans ce sens-là, donc c'est normal que ça pousse dans un sens.
mais vous comprendrez pourquoi on a certains types de symptômes. Et imaginez, ça dissèque là-haut, il n'y a plus de flux au niveau des carotides, là, hop, hop, ou au niveau du bras, c'est pareil. Donc l'asymétrie tensionnelle, pas toujours, non, c'est pas parce qu'on me dit non c'est symétrique, non c'est pas, il peut y avoir une tension qui est symétrique et une dissection quand même, ça veut rien dire. Oui, si ça dissèque, si ça fait un type B là, par exemple, tac, il n'y a pas d'asymétrie, hein. C'est juste au niveau des jambes, on n'est même pas sûr qu'on trouve quoi que ce soit. Par contre, il y a quand même une dilatation souvent au niveau de l'aorte, hein. C'est quasiment... une dissection sans dilatation de l'aorte, c'est quand même rare. Ou alors on est au tout début. Enfin, voilà, chercher la dilatation de l'aorte à plus de 2 cm, ça c'est un très bon signe quand même. Et voilà, ce que j'avais à vous dire aussi, donc c'est la notion du vrai chenal. Vous voyez qu'il y a cette zone-là qui est l'endroit véritable, hein, le chemin habituel, le vrai chenal, là où passe le sang, normalement. Et puis ce faux chenal, jusqu'où peut aller le sang, il peut aller assez loin, mais des fois il peut se retrouver dans un cul-de-sac. Ça peut faire une thrombose, en fait, à cet endroit-là. Voilà. Pour le mécanisme, là je vous ai dit par rapport aux paraplégies, s'il y a une dissection par exemple au niveau de l'artère d'Adam-Kiewicz, donc cette artère là qui est au niveau de D9, L2, vous voyez, c'est selon les variantes anatomiques, en fait il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'artère spinale antérieure, parce qu'il y a une nécrose des 2 tiers antérieurs de la moelle, et à ce moment-là, il y a un syndrome particulier avec une dissociation thermoalgésique. Donc c'est-à-dire que le patient, il n'a plus de sensibilité de la douleur ni de la température. Par contre, il sait positionner les orteils. Et il y a quand même une douleur. Hein. C'est une douleur qui est atroce. Hein. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Bref, dernière question. On arrive bientôt aux 30 minutes. C'est pas ce que je voulais. Mais bon, comme d'habitude, je parle. Quelle est votre prise en charge pour le malade? Pour ce malade, en tout cas. Proposition A, antalgique de palier 1. B, objectif tensionnel 140-160 à peu près, millimètres de mercure. 2 systoles, on voit intervalle. Hein. Objectif de fréquence cardiaque entre 60 et 70 battements par minute. D, un traitement chirurgical. E, une anticoagulation efficace par héparine non fractionnée en bolus. Je vous laisse faire pause et je vous donne les réponses. Et donc pour les réponses, là il y a du rouge, il y a du vert, parce que là, je vous ai dit c'est une pathologie extrêmement grave. On arrive quand même sur du plus de 25, voire 40% de mortalité de base. Et bien souvent dans les séries autopsiques, on se rend compte que les décès préhospitaliers, il y a quand même beaucoup de dissections. C'était vraiment la mort subite, le truc un peu inattendu, il s'arrête. Voilà, donc c'est extrêmement grave comme pathologie. Il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Si vous imaginez cette douleur atroce, ça va augmenter le stress, sécrétion des catécholamines endogènes, donc forcément ça va faire augmenter la fréquence cardiaque, forcément ça fait augmenter la tension artérielle. Donc là, il faut vraiment contrôler cette tension. Et ça fait hyper mal. Donc on va pas mettre du paracétamol accupant et bisous sur le front. Hein. On va mettre quelque chose de fort, donc on va mettre de la morphine. On titre, hein, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Pensez aussi aux antiémétiques, pardon, parce que ça peut donner la gerbe, la morphine, mais à ce moment-là, il faut absolument prévenir, parce que toute augmentation de pression intrathoracique, quand ils vomissent, là c'est terrible. Les mouvements, c'est terrible, donc Zofren. Moi, je le mets systématiquement s'il y a une dissection, je mets Zofren, morphine systématique. Je n'attends pas qu'il ait la nausée, parce que là, c'est terrible. Ensuite, l'objectif tensionnel, c'est pas 140 sur 160, là, c'est dramatique. C'est 100, 120, la fenêtre. Hein. Pour la systolique, on utilise idéalement des bêta-bloquants, sauf s'il y a contre-indication. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une action aussi sur la fréquence cardiaque. Après, sinon, plutôt de l'urapidil en deuxième intention, ou nitroprussiate, ça marche aussi. Mais c'est plutôt bêta-bloquant en première intention, urapidil après nitroprussiate. Pour la fréquence cardiaque bêta-bloquant, on va pas mettre d'autre chose. Après, voilà, s'ils sont tachycardes, ils sont tachycardes. Hein, on va pas non plus leur mettre... on va pas les arrêter pour ça. Traitement chirurgical, si c'est du type A, c'est-à-dire que si c'est au niveau de l'aorte ascendante, c'est chirurgical. Systématiquement, la seule contre-indication...
s'ils sont inconscients, là, s'ils sont inconscients, c'est comateux, qui dissèque, bon, voilà, c'est presque décédé, quoi. Et contre-indication à un antithrombotique. C'est pour ça que méfiez-vous toujours, et on va s'arrêter là pour le topo, méfiez-vous des douleurs thoraciques qui irradient, etc., qui vont vers le bas en disant « je vais mettre de l'héparine, je suis en préhospitalier, j'y vais, je mets de l'aspirine, etc. » Si vous tombez sur une dissection, malheureusement, qui présente un peu de manière atypique, et qu'on met l'anticoagulation, là c'est terrible. Là c'est terrible, là ils continuent à disséquer tout ce qu'ils veulent. Donc là c'est terrible, surtout que la prise en charge chirurgicale, après ils ouvrent, c'est ECMO, c'est catastrophique au niveau du pronostic, donc il ne faut pas mettre d'anticoagulation, c'est pour ça que je l'ai volontairement inséré dans le topo. Donc prise en charge, chirurgicale pour le type A, contrôle tensionnel strict, et puis voilà. Et donc, on arrive à la fin du topo. Je voulais pas que ça dure 30 minutes, mais comme d'habitude, j'arrive pas à faire plus court. Je parle. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour pas rater les prochains épisodes, de mettre un pouce bleu, ça encourage le travail qui est fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.